Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Coup de canon, un podcast proposé par Arsenal French Club. On va débriefer tous ensemble la victoire 2-1 de Arsenal sur Brighton. Victoire qui continue en fait la course entre Arsenal et City, car City avait gagné 2-1 sur Forest un peu plus tôt dans l'après-midi. Aujourd'hui, pour m'accompagner sur ce débrief, j'ai le plaisir de retrouver notre running back Nitinia. Bonjour Salut Nitinia. Nicolas. Salut Salut. Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Et c'est une première pour moi, je crois, d'être accompagné par une personne de l'équipe CM pour ce podcast de débrief, en la personne de Barthélémy. Salut Barthélémy. Salut Nico, salut à tous. Un grand Ça plaisir va? d'être là. Écoute, ça va, ouais. Match. Franchement, j'ai bien stressé. Là, je suis en train de redescendre. L'adrénaline redescend, mais ça va quand même. Ouais, ouais, je comprends bien. Le match était un peu compliqué, on va dire, dans sa deuxième partie. Mais on va le débriefer tranquillement et puis on fera deux, trois petits focus si vous le voulez bien. Alors, on va commencer traditionnellement par la composition de l'équipe avec dans cette composition je dirais une nouvelle surprise sur la défense. Effectivement, on était privé de nos deux latéraux en l'absence de Timber et une absence de dernière minute de la part de Calafiori, visiblement blessé à l'échauffement, pardon. C'est Rice qui occupera, donc il y aura Raya au but effectivement, il y aura Rice en tant qu'arrière droit, Saliba, Nketiah et Lewis Kelly sur le côté gauche. On notera également le retour sur le banc de Gabriel Magalhaes, enfin. Puis un milieu de terrain, Zubimendi, Merino, Odegaard et une attaque, Gyökeres, Trossard, Saka. Les gars, quand vous voyez cette compo se lancer avant le match, que vous voyez Declan Rice arrière droit, que vous voyez que bah peut-être on perd Calafiori pour un certain temps, on ne sait pas encore. Vous vous dites quoi, compte tenu que bah on a la pression de Manchester City qui a gagné plus tôt, donc ils sont devant au classement avant notre match. Vous voyez cette défense expérimentale, une attaque qui, on l'a vu sur les derniers matchs, n'est pas au top du top. Vous êtes stressé ou ça va vu l'adversaire? Je pense que j'étais un peu surpris comme un peu tout le monde. Franchement, il y a des absences, ok, très bien. Mais là, quand la compo est sortie, j'ai fait mais attends, on va jouer à 3 derrière, on va jouer encore avec un mec qui n'a jamais joué arrière droit, enfin en tout cas à Arsenal qui n'a jamais joué arrière droit de sa vie. J'avoue, j'étais surpris. J'avoue, j'étais surpris. Il y a certains joueurs aussi, on va dire, à des postes qui ne sont pas là et qui m'ont surpris aussi. Par exemple, Eze sur le banc, ça m'a surpris un peu. Et le fait de voir Merino surtout au milieu de terrain, alors qu'il n'a pas fait un très grand match contre Crystal Palace. Et en plus, il a joué 90 minutes. Ça m'a aussi bien étonné. Moi, je pensais qu'il y aurait vraiment plus de titulaires, on va dire, certains. Et non, en fait, finalement, on a bricolé et on a fait un peu tourner, je pense qu'en prévision du match de mardi face à Aston Villa. Ouais, 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 gros match, effectivement, on en viendra. Barthélémy, toi pareil, surpris un peu Bah ouais, ou franchement, j'ai vu ouais. la compo. Enfin, pas un choc, mais j'ai fait J'étais un peu, je me suis dit, encore du bricolage, quoi. Rice arrière droit. Je sais qu'il peut jouer partout, cet homme, mais franchement, c'est un peu, enfin, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Encore devoir bricoler. Ça commence un peu à être chiant, on va se le dire, hein. Franchement, de voir toujours, t'as pas de stabilité, tu bricoles à chaque fois, bah, tu te retrouves avec un manque de repères, et je pense que c'est ça qui a fini par
Ça a fini par payer bah, à la fin du match, vu la fin du match dont on va parler plus tard. Et ouais, et j'étais un peu aussi surpris Norgard. Je pense qu'il pouvait déjà jouer au milieu. Il avait sa place, place de Merino par exemple. Ou alors, bah, face à Bruges, il a joué défenseur central. Donc, pourquoi pas le mettre défenseur central et tu coulisses Hincapié à droite ou à gauche et tu laisses Louis Kelly ou Calafiori, ce qui était prévu à la base. Ou pourquoi pas carrément mettre Saka défenseur droit. Bon, c'est un peu osé, mais il a quand même commencé là sa carrière à Arsenal. Donc, un petit retour aux origines, je pense, ça aurait pas fait de mal. Surtout que bah, là, on enchaîne avec Aston Villa dans 3 jours. Ensuite, on se tape Liverpool début de saison. Il y a 9 matchs au mois de janvier. Franchement, ça aurait pas mal de rotation et aurait fait du bien. Mais là, la rotation que vous auriez aimé, on est d'accord, c'était par rapport au fait qu'on joue à Aston Villa dès mardi soir. Et c'était en prévision de ce match-là précisément, ou c'était une adaptation à l'adversaire ou quoi que ce soit? Alors, je pense que par exemple, Eze, à mon avis, c'est pour Ouais. Aston Villa. Ouais. C'est, voilà. Alors après, pour rejoindre un peu Barthélemy, Norgard, pareil, j'ai pas trop compris pourquoi il jouait pas, alors qu'il avait aussi sa place, parce qu'il y a des joueurs, j'avoue que cette saison, ils répondent pas aux attentes. Si Nwaneri, il a pas répondu aux attentes et est mis de côté, alors pourquoi il y a certains qui sont là sur le terrain alors qu'ils font pas nécessairement le travail là aussi? Bon, voilà, effectivement, il y a beaucoup de questions qui après le match, sont sans réponse. Ouais, ouais. C'est vrai que pour le coup, là, les choix d'Arteta, ils étaient un peu surprenants. Je sais pas dans quelle mesure, effectivement, la blessure de Calafiori au dernier moment a peut-être changé encore plus de plans. C'est ce que je me suis posé comme question. Moi, je me suis dit, est-ce que du coup, ça va pas nécessiter une réorganisation limite de toute la partie gauche? Et quand je parle de la partie gauche, c'est pas forcément non plus que sur le couloir, ça peut être aussi sur la partie gauche du milieu de terrain. Donc, je me suis posé cette question-là. Après, bon, on ne le saura pas, mais là, vu ce qui s'est passé sur cet échauffement où Kala a disparu, moi, j'avoue, je suis un peu inquiet pour les matchs à venir, encore plus inquiet, parce que là, si on perd Kala, moi, je sais pas, enfin, on va en parler, mais Mélès, Ouais. ça devient très, 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 très compliqué. Pourtant, au début de saison, je me dis, on a MLS, Calafiori, bon, on est bien. Bah là, on n'est plus bien du tout. C'est- Là, vraiment, on n'est plus bien du tout, du tout. Mais on verra ça. Bon, si on rentre un petit peu dans le détail de la première période, finalement, je trouve qu'on a un début de match qui est plutôt, enfin, on va dire sur le premier quart d'heure, on est plutôt pas mal. On a des opportunités réelles. C'est pas des enfin, c'est pas des frappes un peu lointaines qui partent en tribune ou quoi. C'est vraiment Gyökeres qui se retrouve face au gardien. C'est également, je crois, une frappe de Saka en angle fermé. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes. Et moi, j'avoue que c'est pas forcément quelque chose que je vois toujours sur les débuts de match des Gunners dernièrement. Je sais pas si vous avez eu le même sentiment. En fait, j'ai l'impression que depuis le début de l'année, enfin de la saison, pardon, on alterne entre phase intense de début de match sur plusieurs groupes de matchs où on part très fort, ça nous occasionne des occasions, des buts, etc. Et il y a des moments, où on était un peu dans ce cas-là sur les derniers matchs, je trouve, où bah, on est sur des phases de groupes de matchs où on commence très doucement, trop doucement. Et je sais pas si c'est une adaptation au profil qu'on a, aux blessures, aux adversaires, mais toujours est-il qu'on est plutôt dans le cadre de ce match-là sur une attaque assez intense, sans réussite, mais intense, sur les 15 premières minutes. Je sais pas comment vous avez vu la chose, vous, de votre côté, mais ça m'a un peu surpris. J'étais moins habitué sur cette dernière rencontre, j'avoue. Alors, bah franchement, ouais, je suis aussi surpris que toi. C'est vrai que avant Palace, franchement, on est en général toujours un peu lent à se mettre dedans. Mais franchement, quand tu vois toujours bah, depuis Palace, les 15 premières minutes, quand t'es fan de foot, tu kiffes quoi. En 15 minutes, t'as déjà plein d'actions, t'as déjà Gyökeres, au bout de 1 minute 30, il a failli mettre un but. Bon, C'est ça.
il bouffe la feuille encore une fois, mais moi, je suis content de ce scénario. Mais forcément, ok, il y a du spectacle et de l'action, mais bah, il n'y a pas de concrétisation, quoi. Donc, faut essayer de trouver un équilibre parce que on va pas se mentir, on s'ennuie devant le match, mais on gagne tranquille et on ne stresse pas, ou alors on fait un match de dingue et tout, plein d'occasions, et au final, on finit par serrer les fesses pendant 25 minutes pour rien. Donc, je suis agréablement surpris, mais j'attends quand même confirmation de l'équipe. Honnêtement, le début de match, il est plutôt bon. Voilà, il y a le but en plus, hein, qui vient un peu concrétiser la domination. Après, ce qui est dommage, et je vous rejoins un peu, c'est que on n'arrive pas à être efficace, à être, on va dire, autoritaire dans la surface adverse. Je m'explique, en fait, on a des occasions, on a des décalages qui sont faits et on a un Saka en jambes, surtout. On a un Saka très en jambes sur le côté droit. Et après, bah, on a du gâchis avec Gyökeres, on a des frappes contrées. Bon, ça arrive. Mais au moins, on met de l'intensité. On a retrouvé un très très bon Odegaard en facilitateur de jeu. Donc, non, franchement, là, le début de match était plutôt satisfaisant. Palace, on a mis allez, 20 minutes avant de trouver une intensité de malade, notamment avec Gabriel Martinelli. Mais là, ouais, le contenu des premières périodes est plutôt satisfaisant, malgré une certaine frustration de ne pas, on va dire, creuser l'écart au niveau du score. Ouais, et justement, effectivement, tu l'as dit, Nitinha, cette intensité nous permet quand même effectivement de marquer à la 14e par Odegaard, son premier but de la saison ou en PL, je sais même plus. De la saison. Et oui, c'est son La premier but saison. de la saison. Oui, Ouais, et oui. j'étais complètement. Bah, moi, j'aime beaucoup Odegaard, donc peut-être que je le voyais plus de stats que ça, mais quand j'ai entendu ça, je dis, ah ouais, d'accord, ok, c'est c'est peu, mais Il a loupé des matchs en début de saison aussi, hein, c'est pour ça, c'est peut-être. vrai, c'est vrai, Ouais. c'est vrai, effectivement. Mm. Mais voilà, effectivement, on récupère le ballon assez haut sur le terrain. Ensuite, je crois un dégagement un peu raté du gardien de Brighton. Et C'est ça. enfin, on arrive très très vite à se mettre en position de frappe avec Odegaard à 20 mètres qui vient bah, un peu la spéciale d'il y a 2 saisons, je crois, où il vient fermer son pied et qui du coup plutôt que de frapper dans un angle ouvert, frappe dans un angle fermé et ça trompe ce gardien. Après, j'ai noté, il se passe pas grand-chose. J'ai entendu que tu disais, Nitinha, que tu trouvais que Saka était bien en jambes. Je te rejoins relativement, mais je l'ai trouvé très, très, très perso. Notamment sur ses débordements et ses tentatives de frappe en angle fermé. J'ai pas toujours tout compris. Alors, il n'y avait pas forcément peut-être les, les attaquants qui faisaient un pas en retrait pour se mettre pour se mettre en évidence et pouvoir avoir une zone de frappe plus intéressante, mais je l'ai trouvé vraiment tête baissée et vraiment je veux frapper, 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 pied droit, pied gauche, enroulé, fermé, mais je veux frapper. Ouais, c'est vrai Ça m'a un peu que surpris. ouais. Ouais, c'est vrai que là, les deux occasions en angle fermé, je pense qu'il pouvait peut-être faire mieux. En plus, le gardien de Brighton, la Verbruggen, en plus, on le voit bien avec son maillot bien visible, qu'il est bien sur le premier poteau. Saka, il voulait tout simplement forcer le verrou. Il oublie Gyökeres qui, je sais pas si vous l'avez remarqué, il a été frustré en première Ouais, période ouais, de ne pas être servi. Et je pense que c'est vraiment le mot pour Gyökeres, c'est nous on est frustré, mais on est lui aussi et a été frustré. carrément. Euh, la première mi-temps de Saka, Barthélémy, t'en as pensé quoi? Bah, comme vous, je Ouais, trouve qu'il n'y a pas forcément les bons choix à chaque fois. Un peu perso. Et je pense aussi que bah forcément après il se retrouve avec Rice sur son côté. Donc il n'y a pas forcément les mêmes automatismes qu'avec Timber. Mais il y a aussi bah franchement pas sûr qu'ils s'entendent en tout cas sur le terrain. Mais Saka et Gyökeres sur le terrain, ça fait quand même allez, 6 mois que la saison a débuté environ.
bah, ça commence à être long, quoi, la phase d'adaptation, les ententes. À chaque fois, ils n'arrivent pas à se trouver. Saka, il fait un truc, Gyökeres fait limite l'opposé. Et j'ai vu bah, dans le Discord, je ne sais plus qui, mais s'il se reconnaît, dédicace à lui. Il dit Saka, il fait un centre pour Gyökeres alors que Gyökeres est sorti 20 minutes avant. Et il a raison, genre, il fait un super centre où un profil comme Gyökeres, il peut la prendre de la tête, mettre une grosse patate dedans et mettre une lucarne et tout comme ça. Et, mais il le fait quand Gyökeres n'est pas là. Donc je pense il doit y avoir un problème de communication où je pense que en tout cas c'est un truc qui est vraiment à travailler à l'entraînement parce que bah ça a failli nous coûter 3 points encore une fois. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai parce que bon, sur cette première mi-temps, après, moi, je trouve sur le côté droit, Rice était plutôt à l'aise. De toute façon, je sais pas où est-ce qu'il est en difficulté. Peut-être au but, faudra voir. Mais il s'est pas passé grand-chose. Par contre, je vais vous interroger sur la sortie kamikaze de notre ami Verbruggen. Pour resituer, pour ceux qui n'ont pas vu le match, en gros, c'est à la toute dernière minute, je crois, de la première mi-temps. Il y a un long ballon pour Gyökeres qui se bat bien à l'épaule avec un des défenseurs centraux de Brighton et il arrive à devancer la sortie de Verbruggen, mais il le fait sur quasi le long de la ligne de touche. Donc évidemment, il était dernier, plus ou moins dernier défenseur, on va dire le gardien. Euh, le gardien prend donc à faute et il prend un carton jaune. Moi, je vous questionne, le carton jaune, c'est pour vous logique ou carton rouge? Moi, je vous donnerai mon avis et pourquoi après. Moi, personnellement, le rouge était peut- alors le rouge il s'imposait dans les années 2000, on va dire. Et là, avec l'évolution des règles, je pense qu'un jaune est peut-être plus justifié, on va dire. Mais c'est vrai qu'après, moi, c'est la faute qu'il fait. Il le découpe en fait, le type, hein, clairement, il le Ouais. découpe. Donc au-delà de d'un défenseur ou pas, je pense que la faute est très méchante. Et, c'est limite jaune orangé, tu vois. Donc le jaune, effectivement, pour moi, est logique. Est-ce que ça peut aller jusqu'au rouge? Ça peut se mettre. Moi, perso, j'aurais pas mis le rouge, mais pour moi, c'est jaune. Barthélémy, tu penses quoi? Alors, en Ligue 1 ou tout autre championnat, c'est rouge direct, mais ce qui est en Angleterre se passe en Angleterre et l'arbitrage à l'anglaise, on le connaît, ça laisse beaucoup jouer, beaucoup de contacts. Donc, pour moi, c'est pas scandaleux. Après, ok, bon, il le découpe clairement. Mais bon, sa position sur le terrain, il est quand même presque, bah, il est fort excentré, limite sur la touche. Donc pour moi, jaune-orangé, je suis d'accord avec Nitinia. Le rouge, s'il y a rouge, c'est pas illogique. Mais le jaune aussi est pas illogique. Franchement, les deux se valent. Je pense que ça dépend de la prestation de l'arbitre. Moi, je vous avoue, je le mets dehors direct, hein, gardien. Je le dégage, hein. Moi, c'est pas une question de dernier défenseur, c'est une question, mais c'est moi quand j'étais tout petit, ça m'arrivait. Bon, je regardais le catch, c'est pas très intéressant, mais ça m'était arrivé. Franchement, c'est pour ceux qui ont la ref, c'est Rey Mysterio qui arrache Gyökeres là, hein. Il le chope quasiment à la taille. Ah ouais, toi, C'est c'est la faute, donc. Ouais, 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 toi, c'est ah la ouais, moi faute, c'est donc. la faute. C'est pas Puisque. une question de dernier Ouais, défenseur parce que on peut ouais, mais même s'il est vraiment le dernier, il est trop excentré. Pour moi, ça va ouais, pas dans ouais, ce ouais. sens-là. Mais Hmm. il le démonte. Et je suis autant Jokeres, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, notamment bah, son manque de réalisme, des fois un peu comme tu l'as dit, Barthélémy, son adaptation qui est très longue. Mais je pense que c'est pas un mec qui fait semblant. Voilà, il a du physique. Là, il s'est fait découper. Pour moi, c'était terminé pour le gardien Verbruggen. Je sais plus s'il est belge ou hollandais, mais Hollandais. hollandais. Mais c'était voilà, c'était terminé. Mais bon, l'arbitre a décidé que c'était un carton jaune et on part en mi-temps avec ça. Sur le début de deuxième période, on n'a pas fait de changement, mais clairement, donc on mène 1-0.
Et là, il faut creuser l'écart le plus vite possible, histoire d'être à l'abri et que derrière, ça se passe tranquillement. Au début de deuxième période, je sais pas si vous vous souvenez un peu, mais là, donc déjà que la première période était plutôt sympa à regarder, on a des très très beaux mouvements sur le début de deuxième période. Toujours, on l'a précisé avec Odegaard qui oriente le jeu, que ce soit par ses passes, que ce soit par ses contrôles. Bref, c'est un bon Odegaard sur ce match-là. Et bah, assez rapidement, on arrive à retrouver je vais pas dire notre buteur préféré, mais le CSC qui, euh, qui vient nous aider encore une fois. Il y a, il y a pas spécialement de difficulté pour la défense dans ce CSC. Pourtant, c'est juste un corner tiré par Rice qui est bien tiré, mais ça fait pas partie de ses meilleurs corners. Et il y a Rutter au premier poteau qui détourne de la tête dans son propre but. Donc là, on mène 2-0, 60e, je crois. Ouais, à peu près 60e. Donc on est plus ou moins tranquille pour la suite. On voit que même Gyökeres met à frapper un peu ce qu'on pouvait le voir faire au Sporting. Donc c'est clairement enfin, des coups de fusil en fait, hein. Il met un énorme coup de fusil en angle fermé sur le gardien. Il y a peut-être une petite vengeance de sa part, mais ça rentre toujours pas. Et là, il se passe un petit fait de jeu quand même. C'est que, enfin, fait de jeu, clairement, c'est un but, hein. Brighton, qui n'a aucune occasion depuis le départ, fait très peu d'actions de tir. Je crois qu'ils avaient peut-être un ou deux tirs maximum à ce moment-là. Il frappe sur le poteau, ça revient dans le jeu et Gomez, il trompe Raya qui était au sol suite au poteau. À ce moment-là, je pense qu'on a tous eu la même réaction. On s'est tous dit, bah là, ça va être long, quoi. Ça va être long parce que j'ai pas noté à quel moment le but est marqué côté Un quart Brighton. d'heure de la fin. Hmm. À un quart d'heure de la fin, ouais, Ouais. bah, Ou même 20 on se minutes même, dit, hein, en plus, hein. Ouais. ouais, voilà, 64e. Donc, on se dit, bah, Ah, globalement, 63, ouais, oui. les 20-30 dernières minutes, Ah oui. ça va être assez long. Et moi, je sais pas ce que vous dites. Enfin, je pense savoir ce que vous dites, mais je sais pas comment vous auriez réagi à la place de d'Arteta. Parce qu'on voit tout de suite que l'équipe, elle se fige un peu. Elle perd un peu le fil. C'est comme si on avait je sais pas, une équipe qui on run et d'un coup, on la secoue et là, elle est perdue. Donc, vous auriez fait quoi à la place d'Arteta à ce moment-là? Électrochoc avec changement ou vous auriez fait quelque chose, vous auriez laissé comme il a fait? Vas-y, Barthélemy. Euh, Bah, je pense 5 minutes après le but, je crois qu'il a fait rentrer Gabriel et Gabriel Jesus. Mhm. L'entrée de Gabriel, pour moi, c'était la solution, parce que MLS, bah, défensivement, ça devient vraiment, vraiment limité. Euh, ok, il apporte quelque chose au pied, des bonnes percées, ce genre de choses. Mais déjà, physiquement, c'est compliqué. Je crois qu'il fait 1,70 m, un truc comme ça. Donc rien que ça, il y a un déficit de taille. Et physiquement, c'est compliqué. Même sur le but, il y a Hincapié qui le pousse vers le joueur et MLS continue à trottiner en mode de non, j'attaque pas le joueur. Donc Ouais. rien que ça pour moi, du coup, l'entrée de Gabriel, c'est la bonne décision. Après, ok, Gabriel Jesus, franchement, super entrée. Mais je sais pas si Gyökeres, je l'aurais sorti. Alors pourquoi? Parce que, ok, bah, Gyökeres ne marque pas et c'est son plus grand défaut, malheureusement. Mais il a quand même été. Je l'ai vu pendant le match faire quelques retours défensifs assez intéressants. Et je pense que ça aurait été bah, cool de faire ça. Et moi, j'aurais sorti Sakai. Je pense que Gabriel Jesus, il peut très bien se débrouiller à droite ou à gauche. Donc Ouais. franchement, j'aurais laissé Gyökeres. Et je pense aussi, pour conclure mes propos, bah franchement, on le sent tous, et même nous en tant que supporters, dès qu'on prend un but et tout, il y a les démons du passé qui reviennent, on a tous peur, on a tous... et je pense que les joueurs, c'est les premiers à le ressentir. Et bah franchement, c'était comme face aux Wolves il y a 2 semaines, hein. Dès qu'il y a un truc qui se passe de travers, on se refait tout de suite les pires scénarios dans la tête, on va perdre le titre, on va encore passer à côté d'un titre une année supplémentaire. Et je pense aussi,
un responsable, c'est l'Emirates. Ok. L'Emirates, euh, bah, dès que, bah, c'est un peu les supporters anglais en général. Quand ça va bien, ils chantent, ils crient, tout ce qu'il faut. Mais dès que ça va pas, bah, il n'y a plus personne, quoi. Ils sont pas là pour essayer de remotiver. Et c'est le douzième homme, hein. Il faut un douzième homme qui est présent et qui tire les joueurs vers le haut, quoi. Ouais, ouais, C'est vrai qu'ils sont un effectivement. peu, c'est vrai qu'ils sont un peu indépendants, on va dire, de la forme de l'équipe sur le match. Parce que Mm. là, quand on mène 2-0, honnêtement, tout se passe bien. On a vraiment une équipe qui est performante, qui domine offensivement. Mais après, c'est ce que je disais en première mi-temps, et ça s'est encore vu en début de seconde période, ça, ça manque d'autorité dans la surface adverse. Il faut qu'on voilà, qu'on tue le match, qu'on leur mette 3, 4, voire 5 buts avant l'heure de jeu. On le faisait ça, tu sais, il y a deux saisons, voire même la saison dernière, on le faisait ça. Là, bah, on le fait plus, alors que pourtant, c'est paradoxal, mais on a recruté des attaquants, on a recruté des milieux offensifs et pourtant, c'est comme si par rapport à l'an dernier, quand on prend un but, bah, on avait limite régressé sur le plan mental. Parce que là, après le but encaissé, Barthélémy l'a peut-être pas dit, mais moi je vais le dire. Miles Lewis Kelly, clairement, il a été perdu là. Après le but encaissé, déjà sur le but qu'on encaisse, ça vient de son côté. Et le mec, il s'est dit, ouais, un but encaissé, c'est pas grave, on est Arsenal, on va jouer à la cool, quoi. Non, non, non. On doit jouer pour être champion et tu dois gagner tes duels. Il y a Minte qui commence à prendre un peu confiance là et le type là, bah, il est bras ballottant, il ne gagne plus aucun duel, on ne gagnait plus aucun duel au milieu aussi. Bon, Arteta a fait des bons changements, voilà, sans plus, mais de là à ce qu'on remette le pied sur le ballon, bah, c'est pas tellement ce que j'ai vu. Ouais, et justement, on l'a dit, donc les entrées de Gabriel Jesus et Big Gabi, sortis de Gyökeres et MLS. L'entrée de Jésus, elle est très bonne. Vraiment, moi, je l'ai trouvé très, très, très bon. Par contre, je sais pas, enfin, moi, j'ai eu le sentiment que l'entrée de Gabriel en défenseur, bizarrement, ça a encore plus déstabilisé notre défense. Alors, est-ce que c'est le fait que du coup, on ait Hincapié qui avait fait plutôt un match très correct quand même jusque-là, soit décalé sur le côté gauche euh, à la place de MLS, mais ça, je trouve, que ça a énormément fait perdre un peu nos repères, on va dire, et ça a créé du flottement, tout simplement. Bah, Euh, en fait, et je on, pense qu'on a perdu d'agressivité, hein. ouais, et On a c'est perdu étonnant parce que pour d'agressivité. moi, Gabriel, il représente cette agressivité Ouais. pour le coup. Mm. Et j'aurais cru que tu vois, ça allait amener directement un peu le patron revient, je tape du poing sur la table pour donner des exemples un peu parlants, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé en tout cas sur les 10-15 minutes après son entrée. Et d'ailleurs, on a quoi peut-être une dizaine de minutes après le but de Brighton, on a une frappe de Minté vraiment exceptionnelle qui heureusement est sauvé par Raya d'un arrêt tout aussi flamboyant. Lui, pour le coup, Raya, je trouvais que sur ce match-là, il était un peu, voilà, les relances au pied, elles n'étaient pas forcément toujours très bonnes. Il avait pas eu grand-chose à faire jusqu'au but de Brighton, mais du coup, bon, on se dit bon bah s'il a jamais rien à faire, s'il est pas sollicité, bah faut quand même qu'il soit plus présent, même si c'est rare. Et là, pour le coup, sa parade, elle est incroyable. Et on voit que quand même, ça fait partie, encore une fois, de nos hommes forts pour le moment de la saison. Alors, avoir un gardien qui est parmi tes meilleurs joueurs, c'est jamais très bon signe. Mais néanmoins, on peut pas gagner sans un super gardien, je pense. Donc voilà, je pense que clairement, lui, il nous fait gagner des points ce soir. C'est indéniable. Euh, je vois pas après sur la suite de la rencontre un peu d'événements marquants. J'ai juste noté effectivement que encore une fois, et c'est ce que tu disais, Nitinha, on en a eu des occasions pour mettre le 3-1, ça veut pas.
ça veut pas, ça rentre pas, c'est pas marquant. Et justement, moi j'en profiterais. J'avais noté que j'aimerais bien avec vous faire un petit focus globalement, et je crois que c'est un point que Barthélémy t'a soulevé un peu tout à l'heure. Alors je l'avais tourné au début sur le fait de Gyökeres, son manque d'efficacité, son entente, comme tu disais Barthélémy avec ses coéquipiers qui était un peu comme s'il y avait un manque de confiance. Donc déjà lui dans son jeu, mais aussi des coéquipiers vers lui. J'aurais envie d'étendre un peu ce sujet-là à toute l'attaque parce que, en fait, oui, Gyökeres, d'accord, c'est l'attaquant de pointe. Oui, ça doit être le buteur. On est d'accord. Par contre, les occasions, elles n'ont pas été uniquement pour lui. Il y a eu Saka, il y a eu Trossard, je crois, Martinelli, peut-être Jésus aussi à certains moments. Euh, Ce manque d'efficacité globale, alors que peut-être que Gyökeres, il l'incarne un peu plus que les autres par le numéro 14, sa position de buteur, son transfert, etc., etc. Mais ce manque d'efficacité et de confiance, plus ça va, moi j'ai des explications à ça. Il y avait un moment donné, il y avait des blessures qui pouvaient expliquer certaines situations, des retours de blessures aussi qui pouvaient en expliquer d'autres. Donc ce qui fait qu'il y a il y a une difficulté à enchaîner des matchs et ainsi de suite. Par contre, à un moment donné, il y a une situation qui est claire, c'est que des 1 contre 1, on en a. Des frappes, on en fait, oui, mais des frappes un peu, je dirais un peu toute bête, quoi. On rentre dans la surface, on essaie de se décaler, d'enchaîner une frappe, j'en vois pas beaucoup. Il y a on essaye toujours de contourner, on va dire, la défense pour faire un centre. Le problème, c'est qu'à la réception de ces centres, il y a quasiment jamais personne. J'ai le sentiment qu'il y a une énorme difficulté dans le positionnement des attaquants dans cette équipe et dans leur rôle en fonction des situations qu'on rencontre. C'est-à-dire, je m'explique. Il y a un débordement d'un ailier. Quel joueur vient en retrait? Quel joueur va aller, on va dire, au plus proche de la ligne de but pour, si jamais il n'y a pas de passe en retrait, mais une passe forte devant le but. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette difficulté à dire qui fait quoi là-dessus. Alors, je viens de vous faire un bon tunnel sur ma manière de voir les choses. Je vais vous laisser, je vais vous écouter un peu, mais Barthélémy, toi, j'aimerais bien que tu reparles un peu de cette partie que t'expliquais tout à l'heure sur un peu le manque de confiance ou le manque d'entente entre, t'avais ciblé Saka et Gyökeres, mais est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans ton idée? Est-ce que tu vois que c'est entre ces deux joueurs-là ou plus général? Euh, En vrai, c'est un peu général. Je vais prendre l'exemple du match Arsenal-City, où justement, c'est la fois où on était invité par Canal+ à l'Easy Biarritz, et j'en ai parlé avec Corentin, le président, dédicace à lui. Et en gros, bah, je lui disais, en fait, à chaque fois, il n'y a aucune prise de risque, et on fait des circuits de passe. On essaye une fois d'aller à gauche, ça passe pas, on retourne, on essaye, hop, on fait une passe en retrait pour Saliba ou Gabriel, hop, il va à droite. Saka, il essaye de dribbler, ça passe pas. Et ensuite, et en fait, c'est un peu l'impression de se débarrasser le ballon, du ballon. Il fait un centre et il y a quelqu'un, tant mieux. Et s'il y a personne, tant pis, on récupère le ballon. Et je pense que par le recrutement de Gyökeres, on essayait justement de corriger ça et justement de trouver quelqu'un qui justement peut récupérer ces ballons au centre. Sauf que bah on voit que ça marche pas trop. Donc franchement, je ne saurais pas comment améliorer ça. Franchement, ce qui se passe à l'entraînement, j'en ai aucune idée malheureusement. Mais je pense qu'ils bossent pas trop. Après, de ce que je vois des matchs, hein, j'en sais rien. Mais je pense qu'on pose pas trop devant le but. Et Havertz, j'ai hâte qu'il revienne parce que je pense que Gyökeres, il a beaucoup profité de la blessure d'Havertz pour justement être titulaire. Est-ce que c'était peut-être un cadeau empoisonné qui n'était pas encore assez prêt et au final il a été trop vite plongé en tant que titulaire? Donc je pense qu'Havertz va corriger ses défauts, je l'espère. Mais ouais, faut faire quelque chose. Je sais pas ce que Nitini en pense.
Bah, écoute, par rapport à ce qu'a dit Barthélemy, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus. Je me demande si effectivement il bosse les actions offensives à l'entraînement. Moi, j'aimerais insister effectivement sur un point que Barthélemy a dit, c'est on fait des circuits de passe. Et après, sans le paraphraser, on a l'impression qu'on attend que les ailiers fassent quelque chose après un centre, comme si on débarrassait du ballon, effectivement, et ensuite on attend que par magie, un Gyökeres, un Havertz puisse conclure. Il n'y a pas, il y a pas ces mouvements pour déstabiliser la défense, et la défense, en fait, n'est pas forcément inquiétée. On a la balle, c'est cool, mais on n'a pas, on va dire, de la créativité offensive que normalement est censé apporter un Martin Odegaard, voire peut-être alors j'allais dire un Zubimendi, mais non, mais par exemple Rice, cette créativité, il pouvait l'apporter, mais il était arrière droit, donc il peut pas l'apporter depuis le poste d'arrière. Donc là, sur ce match-là, mais c'est vrai que sur les autres matchs, par exemple contre Crystal Palace, c'était super virevoltant, il y avait de la vitesse. Là, il y avait pas de vitesse et c'est ça qui me chagrine un peu en fait, c'est que on a des ailiers supersoniques, malheureusement ils étaient sur le banc, Madueke et Martinelli. Et quand Martinelli est rentré, on a vu que là il y avait beaucoup plus d'espace et bon, on a fait marquer, mais malheureusement c'était un poil, c'était sur un échantillon un peu réduit. Après Martinelli, il, euh, il avait été un peu blessé contre Palace. Donc c'était peut-être un peu juste de le voir débuter, mais honnêtement, quand il est rentré, on a ressenti que Arsenal, avec la vitesse, pouvait de nouveau marquer. Ouais, je suis d'accord avec vous deux, et notamment avec un point qui a été soulevé par Barthélémy, c'est la partie prise de risque. Alors, il y a de la prise de risque, effectivement, par les joueurs que tu as cités, Nitinha, notamment Martinelli, qui finalement, enfin, comment dire, oui, prend son rôle, dribble, essaye, donc c'est des risques qu'il prend, on va dire. Donc, je trouve que sur les côtés, on a eu l'habitude d'avoir un peu cette prise de risque, si on peut l'appeler comme ça. Par contre, je trouve que c'est surtout sur l'axe du terrain, et ça rejoint ce que vous expliquiez en disant quand on tourne autour et qu'on espère que les ailiers fassent une différence. C'est-à-dire que je trouve que sur l'axe du terrain, que ce soit par nos milieux en position offensive ou nos attaquants quand ils sont vraiment dans cette partie axiale, eh bien, il n'y a pas suffisamment de tentatives. Je parle pas que de frappe. Ça peut être également par des passes assez courtes dans un périmètre restreint, dans une zone offensive axiale, qui peut permettre de créer des décalages, pas forcément derrière avoir tout de suite une frappe, mais vraiment orienter le jeu d'un côté, positionner certains joueurs et après, pourquoi pas, redécaler sur un côté, etc. Donc c'est ça qui est gênant. Et au final, on le voit que sur là, c'est suite à une récupération, le premier but qu'on marque, c'est vrai, mais on a une prise de risque qui se conclut par une frappe. La frappe est bonne, ça fait but. À un moment donné, en fait, c'est comme si il y avait parfois certaines situations un peu évidentes de réussite, comme cette frappe, qui en fait n'impriment pas chez nos joueurs ou dans notre organisation. Et derrière, bah, j'arrive pas moi à comprendre pourquoi c'est pas quelque chose qui est plus essayé de jouer dans ce périmètre de l'axe avec pour moi un Gyökeres qui peut aider largement sur ce rôle-là. À terme aussi, je pense qu'un Jésus, et on verra comment ça se passera sur les prochains matchs, mais il a également cette possibilité-là de jouer. Il y a pas de souci. Mais c'est vraiment ça, moi, qui me frustre, c'est de voir que je pense qu'on a une palette offensive très large et qu'on n'en utilise qu'une toute petite partie. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose que j'aimerais voir évoluer. On verra bien si ça se produit. J'ai un peu de doute là dans ce que je vois dernièrement. On verra, effectivement, le retour d'Havertz, peut-être, sera une solution à de la créativité aussi offensive. On verra ça. Euh, bon, je pense qu'il est temps pour nous qu'on passe au flop et au top. Je vais commencer par Barthélémy. Sur tes flops, qui tu mettrais? Allez, je t'en laisse trois, max. Alors, en première mi-temps, enfin, pendant la mi-temps, je ne savais pas qui choisir. Mhm. Mais vu la seconde mi-temps, je vais
en 1 MLS pour sa responsabilité sur le but, je pense. Et c'est lacunes défensives qui sont bah, inacceptables, c'est un mot fort, mais quand on est leader de première ligue, il y a quand même un minimum à avoir. Ensuite, euh, franchement, j'ai Allez, dis-le. Saka. Je vais dire Saka, mais après, c'est parce qu'on attend toujours Ah, forcément bon, beaucoup de lui, mais il y a quand même eu des bonnes choses, mais ouais, je suis pas pleinement satisfait de sa performance vu ce qu'il a pu nous proposer par le passé et ce qu'il nous propose aujourd'hui. On a l'impression d'avoir c'est un vrai. joueur un peu différent. Mm. Il y a un avant-après Saka, je trouve, et c'est fort regrettable. Et en troisième, franchement, j'en ai pas forcément. Tu peux Bah, rester sur deux. je vais. Raoul a dit ça sur le Discord. Enfin, c'est pas un joueur, mais Arteta, je trouve que ses choix encore, sont des choix regrettables. Dans Euh, son 11 titulaire, tu veux dire? Son 11 titulaire, sa gestion des joueurs et les remplacements qui, selon moi, arrivent un peu tard. Après, forcément, on prend un but un peu inattendu. Mhm. Mais encore, il attend la 70e pour faire des changements, je crois. Et Ouais. encore une fois, tu as Palace, Aston Villa, pardon, dans 3 jours. Et tu as 9 matchs en janvier où il faut. Enfin, ok, la Ligue des Champions va tourner, etc. Mais c'est quand même des matchs qui sont importants parce que c'est très important de finir premier ou deuxième en Ligue des Champions. Et tout ça, bah, je trouve qu'il gère pas ça bien. Donc, voici mon top 3. Donc, MLS, Saka et Arteta. Dac. Itinia, à toi. Alors MLS, évidemment, je vais pas redire ce qu'a dit Barthélémy, il a déjà tout dit. Moi, j'ai un autre flop, c'est Zubimendi. Je l'ai Ok, trouvé très très neutre ok. comme prestation, et j'ai l'impression que depuis quelques matchs, il est un peu dans le dur, en Mhm. fait. Même si, voilà, quelquefois, il ressort bien le ballon, etc. Et c'est un peu ce qu'on lui demande. Ce qu'on demande un peu aussi à Zubimendi, c'est de prendre un peu plus de risques, on va dire. Et malheureusement, là, sur la première mi-temps notamment, où il est censé accélérer le jeu, etc., bah, n'a pas su le faire. Donc, ça fait 6 mois là qu'il est là maintenant, hein, Martin Zubimendi, Ouais, et j'attends qu'on... Voilà, c'est le moment, je pense, de passer un cap, parce que là, les matchs vont s'enchaîner. Et si on attend d'une recrue à 60 millions, bah, une prestation comme celle qu'il vient de faire aujourd'hui, bah, je reste sur ma faim. Donc c'est un ouais. mini flop, on va dire. Surtout que Norgard Et avait été ouais, resté sur un très bon match contre Crystal. ouais, exactement. Donc j'attends un peu plus. Voilà, face à ce genre d'équipe, j'attends un peu plus. Le troisième flop, ouais, bah, j'allais dire Saka, hein, clairement, j'allais le dire. Sa passe décisive pour Odegaard, ça sauve pas son match. Hmm. Clairement, il était bien parti. Moi, je pensais qu'il allait faire un gros, gros match. Et, euh, et malheureusement, en seconde mi-temps, bah, il a tout simplement disparu, en fait. Et je comprends pas comment on peut passer d'un personnage principal à être un fantôme en 90 minutes. Bah, faut regarder le match de Saka contre Brighton, c'est parfait. Si vous voulez faire ce thème. Voilà. Merci. Pour l'étape, les gars, je reste avec toi, Nitinia, si tu veux bien enchaîner. Ouais. Alors Martin Odegaard, clairement, c'est son meilleur match depuis le début de la saison. Un but déjà, et puis de super sorties. Alors ok, il a encore tendance à garder trop le ballon, mais clairement c'était largement mieux. Il a accéléré le jeu quand il fallait, vraiment dans le bon tempo. C'était très bien. J'ai aimé aussi, c'est le match de Declan Rice. On a l'impression que ce Ouais, mec n'a pas n'a pas de poste défini, mais on s'en fout. Arrière droit, milieu de terrain, défenseur gauche, ailier gauche, arrière droit. Enfin bref, peut-être gardien aussi, hein, comme tu l'as dit, Nico. Hein, c'est aussi c'est son poste choisi. impressionnant. Il peut tout faire, ce type. Franchement, c'est incroyable. Donc moi j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé le match de Hincapié.
Ok. Clairement, le match d'Hincapié. Euh, Assez solide. Voilà, il n'a pas été mis à contribution, mais quand l'équipe, on va dire, un peu vacillé, lui, il a été l'un des rares à se battre. Voilà, la bonne grinta sud-américaine qu'on attend, bah, c'est ce que j'ai vu cet après-midi et je suis très content de sa prestation cet après-midi. Barthélémy, toi, les tops, des joueurs qui t'ont Alors, marqué? en premier Rice, Ouais. Georges Vitinha, c'est vraiment un couteau suisse, il peut jouer partout. Je pense que c'est l'un des rares mecs où on peut dire qu'il vaut 100 millions d'euros, même si le football a changé, comme dirait Mbappé, mais franchement, il est absolument incroyable. Je l'adore. En deuxième, je vais mettre Odegaard, parce que bah, forcément, il y a eu un début de saison compliqué. Bon, il a enchaîné les blessures, là il est en train de revenir, et franchement, super, beau but. Ça a fait plaisir de voir un Odegaard d'il y a 2 ans. On attendait ça de lui, et franchement, ça fait plaisir. En troisième, euh, j'ai hésité avec Raya ou Saliba. Mais je vais mettre Saliba, parce que Saliba, le défenseur, franchement, y a rien à dire. À la relance, dans les duels, les prises de décision. Forcément, des fois, il y a des défauts, mais c'est franchement un mec comme ça dans ta défense, tu peux aller conquérir l'Élysée tranquille. Franchement, magnifique. Et j'hésite avec Raya parce que bah, Raya, je suis d'accord avec toi, au début de match surtout, des relances ratées. Mais l'arrêt qu'il fait, moi j'étais gardien et je peux vous dire, en plus, bon, moi j'étais en district, hein, donc c'est pas pareil, mais franchement, la détente verticale, il y a tout d'un bel arrêt, il se détend, le gainage, tout, comment il va la chercher du bout des doigts, etc. Et aussi en fin de match, j'ai bien aimé ces trucs cons, mais sa pseudo-blessure à la cheville, je sais pas si c'était vrai. Mais Ah, on ça, va c'est partir du l'expérience, principe que ça c'était c'est bien faux. ça. Si c'était faux, j'ai trouvé ça hyper intelligent. Brighton était clairement sous un temps fort et ça a clairement cassé net ce temps fort. Et aussi, fin de match, il a fait une bonne sortie pour calmer à la toute fin de match, dernière seconde. Donc c'est pour ça que j'ai hésité. Mais pour les relances, je ne le mets pas dans mon top 3. Ouais, bon, on voit que le gardien, enfin, l'ex-gardien, si j'ai compris, parle avec le cœur, ouais, effectivement. Bon, euh, mardi, on joue contre Aston Villa à 21h15. Manchester City ira à Sunderland jeudi, si j'ai bien vu. On s'était fait Aston Villa, c'est notre dernière défaite. Défaite qui a été quand même assez dure à digérer. Là, bon, on va avoir l'obligation de gagner pour deux raisons. La première, je pense que City, de toute façon, va gagner à Sunderland, même si on peut l'entendre que dans leur stade, les Black Cats peuvent effectivement créer une atmosphère, une ambiance, etc., etc. Ok, mais City, je vois pas comment, pour le moment, ils peuvent perdre un match. Ça me paraît impossible. Donc nous, faut absolument qu'on gagne. De plus, faut qu'on ait un peu d'orgueil et que l'idée de prendre notre revanche soit quelque chose qui nous mène et que cette intensité, on la retrouve parce que je pense que Aston Villa est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de physique et ils sont sur une période exceptionnelle de leur côté, hein, clairement. Donc là, pour le coup, il faut vraiment qu'on frappe un grand coup. Je pense que si on arrive à gagner contre Aston Villa, ce sera une victoire qui nous fera autant de bien que quand dans cette saison on avait gagné à Newcastle. Ça nous avait lancé sur une période de match qui s'est suivie, enfin où on les avait tous gagnés, je crois. Et bref, c'est quelque chose qui nous avait vraiment donné un boost dans le jeu et dans les résultats. Là, il faut que ce soit le même objectif. Il n'y a pas d'autre possibilité pour moi. C'est-à-dire que oui, victoire, d'accord, mais il faut que ce soit une victoire. J'aime pas forcément voir les choses comme ça, mais c'est une victoire voilà, de patron, de personnes qui s'imposent sur le terrain. Il y aura peut-être pas forcément de beaux jeux, mais faut qu'on s'impose. Je ne sais pas comment vous voyez ce match à venir.
Est-ce que vous le voyez un peu avec les jambes en coton? Ou est-ce que vous vous dites non, mais là c'est bon, Gabriel est revenu, on va avoir Jésus titulaire, ça va bien se passer. C'est quoi vos sentiments? Alors, avec le retour de Gabriel, je pense aussi que Timber sera apte. Calafiori, je ne sais pas, mais au pire, il y a Hincapié. Donc ça, c'est l'avantage. Je pense qu'on aura un peu le 11 titulaire défini en fin de retour. Je pense, et surtout, que les joueurs vont avoir de l'orgueil. Je l'espère fortement. Hmm. Moi, je suis confiant, c'est à l'Emirates. Si ça se passe bien, l'Emirates sera en feu, comme face à Tottenham. Et j'espère que si ça se passe mal, ils resteront motivés et derrière leur équipe. Mais je pense que on est favori. Franchement, je pense qu'Arteta il prépare bien l'équipe. Mais ouais, bah, il y a Unai Emery en face. Il connaît bien Arsenal, donc forcément c'est dangereux. Et en ce moment, tout sourit à Aston Villa. Ils sont sur une forme incroyable. Donc c'est pour moi ce match, c'est clairement un point de bascule dans cette saison. Ouais. Parce que ouais, je pense que malheureusement, Sunderland, beaucoup de leurs joueurs sont à la CAN, comme Sadiki ou Adingra, je crois aussi. Hmm. Donc Mm. bah, forcément, ils sont affaiblis. Donc on espère un grand Chaka pour mettre un beau but et gagner 1-0, et on n'en parle plus. Mais je pense que s'il y a défaite, plus City repasse devant, ça va clairement mettre un gros coup de massue chez nos joueurs, dans leur tête. Donc, mais je pense qu'Arteta, justement, va bien préparer ses joueurs et ça va le faire. Ensuite, il faut absolument gagner parce qu'ensuite, il y a Liverpool le 8 janvier, je crois. Donc, on croise les doigts, mais je pense qu'on est clairement favori. Vitinha pour le dernier match de l'année contre Aston Villa, enfin de l'année 2025. C'est quoi ton sentiment? Ça va être très chaud. On a vu déjà Alors, là, ça fait 2 victoires consécutives, mais quand on regarde le contenu de nos derniers matchs, waouh, là c'est chaud. On a Aston Villa qui est vraiment en pleine forme. Alors après, Aston Villa, l'avantage, c'est qu'ils ont affronté Chelsea. Voilà. Alors après, on ne sait pas quel est le score lorsque le podcast sortira, Mhm. mais ça va sans doute peut-être laisser des traces ce genre de match. Après, Aston Villa nous ont peut-être battus 2-1 à l'aller, mais quand on regarde l'effectif d'Aston Villa, normalement, sur le papier, on est favori, comme disait très bien Barthélémy. Normalement, c'est une équipe qu'on doit battre 99 fois sur 100. Mais ça, là, le problème, il n'est pas là. C'est le match de mardi, il est super important et je vous rejoins sur le fait que c'est une bascule. Parce qu'en plus, Aston Villa, mine de rien, ils sont à 6 points de nous maintenant Ouais. et ils peuvent clairement jouer le titre en fait, hein. Donc, Hmm. c'est plus qu'un match de bascule, c'est un match que si on perd ce match-là, je pense qu'on peut peut-être le dire déjà, qu'on a peut-être perdu le titre. Mais parce que les périodes des fêtes, c'est pas là où se gagne le titre, mais c'est là où il peut se perdre. Et là, je pense qu'on peut perdre gros, en fait, mardi. Carrément. Ouais. Pour le coup, on verra ça mardi, mais effectivement, gros match à venir. Et bonne motivation pour le regarder, peur ou pas. Moi, je suis chaud de le voir. Autant, j'avoue qu'il y a Mm. des matchs de temps en temps. Je sais qu'il y avait Wolverhampton ces dernières semaines. Bon, c'est pas la partie la plus intéressante. Mais là, contre Aston Villa, il y a beaucoup de joueurs que je déteste dans leur équipe. Dont le Vraiment. gardien, forcément. Dont le gardien, mais ça, c'est un principe universel. Mais les gardiens argentins. Mais Ouais. non, non, mais même un mec comme McGinn, il est bon, hein, il est Ah très ouais. bon. Il me sort par les yeux, vraiment. Donc, Ah non, je... détester, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, hein. Ça veut dire ah, vraiment qu'ils nous font, ils nous, c'est ils nous c'est souvent embêtent. le contraire, d'ailleurs. Ouais. Ouais, C'est c'est souvent le ça. contraire. Mais bon, Mm. nickel. Bon, ben, j'ai plus qu'à vous remercier pour ce débrief de match. Merci beaucoup, les gars. Euh, Merci je à vais toi. je vais inviter les auditeurs à aller sur le site Arsenal French Club s'ils veulent, par exemple, noter la performance de nos joueurs aujourd'hui et celle également d'Arteta. Je crois que c'est quelque chose qui est proposé dans les notes également. Je
je les invite également à nous suivre sur les réseaux, laisser des commentaires, liker, les trucs habituels. Et cette fois-ci, je vais pas oublier, pour terminer le podcast, Come on Gunners. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.